Informations, retour sur le plateau de Paris Direct. Comme tous les mercredis, nous auscultons le modèle français. Comment se caractérise-t-il? En quoi est-il différent des modèles d'autres pays? Quels sont les atouts mais aussi les limites de ce modèle? Alors après avoir évoqué le système de santé français la semaine dernière, nous allons nous interroger aujourd'hui avec nos invités sur la mémoire. Elle tient une place majeure dans la construction de l'identité nationale. C'est même redevenu un sujet d'actualité depuis que le ministre de l'Identité nationale, Éric Besson, a annoncé cette semaine le lancement d'un grand débat dans tout le pays sur l'identité française. Et l'histoire en est évidemment un élément clé. Bref, le passé est un enjeu du présent. Mais de quel passé parle-t-on? L'histoire coloniale, l'héritage de mai 68, le souvenir de la Grande Guerre, du régime de Vichy ou celui de la Shoah, autant de moments d'histoire qui donnent lieu à débat et parfois à confrontation. Depuis une dizaine d'années, on assiste en France à ce que certains ont qualifié de guerre des mémoires. Et pour en parler, je vous présente nos invités. Caroline Fourest, qu'on retrouve toutes les semaines. Bonsoir Caroline. Elle est essayiste et chroniqueuse au Monde, le Monde qui est partenaire de France 24 pour cette série de débats. Christian Van Est, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP du Nord de la France, de ce département du Nord. Et puis Pascal Blanchard, je parlais de guerre des mémoires, ça tombe bien parce que c'est exactement le titre de votre ouvrage, La France et son histoire, un ouvrage que vous dirigez et où de nombreux historiens ont fait des contributions. C'est aux éditions de La Découverte. Alors, pour cerner un petit peu plus le sujet avant d'entamer le débat, je propose de revoir quelques images qui témoignent de l'acuité du débat ces dernières années en France. Il suffit parfois d'un film pour changer les rapports qu'entretiennent les Français avec leur mémoire collective. Printemps 2006, Rachid Boucharem présente son long métrage Indigène, l'histoire de ces hommes venus des colonies pour libérer la France de l'Allemagne nazie. Récompensé au Festival de Cannes, il provoque une prise de conscience dans l'opinion publique. Jacques Chirac décide de remettre à niveau les pensions des anciens combattants des ex-colonies. Les Français entretiennent des relations difficiles avec certaines périodes de leur histoire. Il faudra plus de 30 ans pour commencer à assumer les atrocités commises de part et d'autre lors de la guerre d'Algérie, bien plus longtemps pour l'esclavage. Aboli en 1848, il n'est considéré par la loi française comme crime contre l'humanité qu'en 2001, c'est la loi Taubira. Les vieux démons de la France ne sont pas enterrés pour autant. En février 2005, c'est une loi qui fait polémique. Un texte selon lequel les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la France outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Très contesté, le projet est retiré. Un an plus tard est créée la commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 10 mai, une date pour la mémoire. L'enjeu, c'est que la France vraiment se réconcilie avec son histoire, qu'elle en tire tous les enseignements et que dans la conscience et dans la mémoire française, on inscrive ce qui est nécessaire pour comprendre la place de ceux qui aujourd'hui sont français mais viennent de l'ancien empire colonial français. L'autre grand tabou dans la mémoire collective des Français est l'une de ses pages les plus sombres, la collaboration avec l'occupant nazi lors de la Deuxième Guerre mondiale. Un aspect de l'histoire presque absent des livres scolaires durant des décennies. Puis viennent les procès, Paul Touvier, Maurice Papon. 50 ans après, la France décide de chasser ces vieux démons. Elle reconnaît aussi sa responsabilité dans la déportation de dizaines de milliers de juifs vers les camps. La folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Il y a, c'est indiscutable, une faute collective. Si la mémoire de la France et des Français semble désormais moins sélective, elle n'en reste pas moins fragile. Ces dernières années, l'humoriste Dieudonné a été condamné à plusieurs reprises pour diffamation et incitation à la haine raciale. Ses propos sur la Shoah et la traite des Noirs font ressurgir les haines. Y a-t-il concurrence entre la culpabilité coloniale et celle de la collaboration? Il suffit parfois d'un sketch pour réveiller de mauvais souvenirs. Et on est en plateau donc pour en discuter, pour parler de cette mémoire et peut-être d'abord pour essayer de définir ce qui distingue la mémoire de l'histoire. Alors je me tourne vers l'historien. Votre livre c'est Les guerres de mémoire et le sous-titre c'est La France et son histoire. Quelle différence faites-vous entre mémoire et histoire? L'histoire en termes de science, c'est le travail que les historiens proposent, font, d'essayer d'arriver à comprendre les faits, pas simplement transmettre des dates. On sait bien que l'histoire aussi mérite une réflexion et des fois des débats pour arriver à un moment à fixer de justes lignes. C'est
Il y a une sorte de métier qui a des règles, qui est établi sur des archives, sur des éléments comparatifs, sur des sources que l'on cite. Je dirais que c'est une manière de transmettre le passé et de le transmettre à travers ses faits. Et puis à côté, il y a la mémoire. La mémoire, elle fait plutôt appel à l'affect. Elle fait appel à une histoire des fois personnelle ou collective dans une nation. Elle ne cherche pas forcément à parler de la vérité. Elle essaye de répondre à quelque chose qui est une attente, où il y a de l'émotion dedans. Si on voulait le dire d'une certaine manière très rapide, l'histoire devrait être une science froide et la mémoire une manière chaude d'appréhender le passé. Émotionnel. Plus émotionnel, mais pas simplement. Mais on sait que l'émotion fait partie. D'abord, on fait le choix aussi. Il y a des mémoires qui disparaissent, qui ne sont pas prégnantes dans le présent parce qu'elles ne résonnent pas dans le présent, et d'autres qui signifient beaucoup pour le présent. C'est pas un hasard, c'est l'esclavage, la colonisation, la guerre d'Algérie, la Shoah. Ce sont des débats beaucoup plus chauds que de se poser des questions sur, par exemple, des questions du 19e ou du 18e siècle qui sont aujourd'hui sorties de nos débats collectifs. Parce que la mémoire résonne de manière émotive ou politique dans le présent. Alors Caroline Fourest, vous partagez cette analyse et ce distinguo entre mémoire et histoire? Oui, et puis là, ce à quoi on assiste, c'est que c'est au niveau de la mémoire que ça commence effectivement vraiment à chauffer sur un certain nombre de thèmes, et c'était pas le cas de la même manière il y a encore une dizaine d'années. On se souvient qu'il a fallu beaucoup de temps pour aborder la question de la Shoah en France. Il y avait une espèce de tabou au lendemain de la sortie des camps. Il y a eu comme ça, une parenthèse où les gens n'osaient pas dire ce qu'ils avaient vécu. C'était tellement atroce qu'ils n'osaient pas le formuler. Ensuite, on a essayé de rattraper ces années de silence. Et puis, on a eu quelques événements qui sont des événements, et Madame Taubira a prononcé le bon mot, réconciliant. Quand on choisit par exemple la date du 10 mai, qui est la date de l'abolition de l'esclavage, on fait un acte de mémoire très fort, c'est un acte de réconciliation, parce que la République et les citoyens français célèbrent ensemble l'abolition de l'esclavage, ce qui aujourd'hui nous réunit, alors que hier, la pratique de l'esclavage nous divisait. Donc là, on était dans des pratiques réconciliatrices. Depuis quelque temps, on a vu quelqu'un comme Dieudonné, on voit des mouvements, et j'y reviendrai, comme les indigènes de la République et autres. On est beaucoup plus dans essayer d'instrumentaliser l'histoire pour faire chauffer les mémoires et les mettre en concurrence. Christian Vannès, vous avez vu... Oui, la distinction entre histoire et mémoire, je la partage totalement. L'histoire cherche à être une connaissance proche de la science. Ce n'est évidemment pas une science dans la mesure où les techniques de l'histoire sont tout à fait différentes de celles des sciences positives. C'est une enquête, c'est d'ailleurs le sens étymologique du mot histoire. C'est une enquête qui peut effectivement être entourée par des précautions de nature scientifique. Bon, maintenant, entre l'histoire scientifique, l'histoire de la recherche, l'histoire par exemple des annales, l'histoire quantitative, qui s'approche vraiment de très près de la science, et l'histoire où on résume un siècle sur la page d'un manuel scolaire, il y a un océan. La page d'un manuel scolaire, ce n'est pas de la science. C'est de l'enseignement qui peut être très idéologique. Et c'est là que le problème se pose, parce qu'on passe très rapidement, précisément, de l'histoire, enquête qui se veut scientifique, à la mémoire, c'est-à-dire prise de conscience de celui qui est le membre d'une société, d'une nation, de sa propre identité. Et là, on se rend bien compte que dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une personne? Une personne, c'est une mémoire. Je suis une mémoire. Je suis une mémoire de ce que j'ai vécu et dont je me souviens. Je suis une mémoire de ce dont je suis fier. Et puis il y a aussi des choses que j'essaie de cacher pour être équilibré, que je refoule. C'est un peu freudien ce que je vous dis, mais c'est comme ça. On refoule des mauvais souvenirs. Et être équilibré, c'est précisément accepter de laisser revenir ces souvenirs pour en prendre conscience. C'est pour éviter la névrose. Je pense qu'une nation, c'est pareil. Une nation, elle doit prendre conscience de ses souvenirs refoulés, mais... Et c'est le problème qui est posé aujourd'hui, à force de ne se souvenir que des pages noires, on finit par ne plus avoir aucune fierté de soi, et c'est le drame d'un certain nombre de sujets d'aujourd'hui. J'ai écouté tout à l'heure, si on parle uniquement du passé de la France en termes d'esclavage, alors que l'esclavage est tout à fait marginal dans l'histoire de la France, en termes de colonisation, en oubliant les aspects très positifs de la colonisation sur le plan médical, par exemple, eh bien... on donne aux Français une vision qui est tout à fait névrotique d'eux-mêmes. On va revenir d'ailleurs sur cet amendement qui date de 2005 et qui vous avait sorti sous la lumière à cette occasion à l'Assemblée nationale. Juste une petite précision en tant qu'historien. On ne peut pas considérer que l'esclavage est une page secondaire de l'histoire de France. Le 17e, le 18 et le 19e siècle s'expliquent en grande partie, rien qu'en termes économiques, vous parlez de sciences exactes, on ne peut pas comprendre l'économie française, comme d'ailleurs l'économie de beaucoup de pays européens, si on n'intègre pas l'esclavage. Et le commerce triangulaire. Mais au-delà du commerce triangulaire, l'économie de notre pays
concerne Nantes et Bordeaux, ma région n'est pas du tout concernée. Mais au-delà de Nantes et Bordeaux, c'est de l'économie, de l'investissement, de l'argent qui circule, des produits qui arrivent, des épices, l'esclavage. Vous avez travaillé entre 2 et 3 millions de personnes juste sur la métropole, simplement pour ses effets collatéraux. Sur 20. C'est intéressant. Mais c'est énorme. Sur 20, oui, une économie qui fait vivre... Ça n'est pas l'essentiel. Mais j'ai pas dit l'essentiel, j'ai pas dit que c'était une page Bien secondaire. sûr. Alors là, nous sommes d'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas dit par nous trois, d'ailleurs, en préambule, ce qui s'est surtout passé depuis 25 ans. En gros, ça commence avec Serge Karlfeld ou Jacques Chirac, avec la reconnaissance de la Shoah, de la déportation des Juifs, d'une reconnaissance où on est passé du stade des morts pour la France au stade de mort, entre guillemets, à cause de la France. Et c'est une énorme nouveauté que notre génération doit assumer. C'est un énorme changement. Jusqu'alors, les monuments commémoratifs, les commémorations en tant que telles, les dates commémoratives, on parlait de ceux qui étaient morts pour la patrie. Et le grand changement de 95... Alors 95, c'est la reconnaissance. On vient d'avoir l'extrait. C'est Jacques Chirac prononçant ce discours et disant et là, la France est responsable. Et ce petit mot change une nouvelle chose. C'est que maintenant arrive dans le panthéon de nos mémoires quelque chose de très dur à digérer. C'est la notion de victime, mais pas victime des autres. Victime un petit peu de la France, d'esclavage, que les autres de M. Vanès parlaient. Donc c'est ça qui est très compliqué. C'est que c'est très nouveau. Alors, c'est un modèle qui est très nouveau à digérer. M. Vanès, sur la date de 95 et ce discours de Jacques Chirac, pour vous, c'est effectivement un tournant dans la manière dont la France vit son passé et l'accepte. Il y a deux discours. Noir soit-il. Il y a deux discours. Le premier discours, c'est le discours de De Gaulle, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en France métropolitaine entre 40 et 44 est nul et non avenu. C'est-à-dire, ça n'est pas la France. C'est l'État de Vichy, c'est-à-dire une sorte d'anti-France. La vraie France, elle était à Londres et puis ensuite à Alger. C'est le discours du général de Gaulle. C'est un discours qui est extrêmement valorisant. C'est un discours qui permet à un pays de tenir debout. Laissez-moi terminer parce que moi je suis pour la synthèse dans cette affaire-là. Je pense que le mérite de Jacques Chirac, c'est d'avoir dit, bon, on n'a pas été que ça. On a aussi eu un État français qui était, qu'on le veuille ou non, la continuité légale de la Troisième République, légale, et qui a été le complice, très clairement, des atrocités nazies. Alors, ce que je veux dire, moi, c'est que, par exemple, pour que les Français soient conscients de ce qu'ils sont et de leur identité, ils doivent penser aux deux. Ils doivent dire, bien sûr, il y a eu la collaboration et bien sûr, il y a eu une complicité avec la Shoah. Mais il y a eu aussi la résistance. Et la résistance a été beaucoup plus proche de la plupart des Français que la collaboration. La balance est d'un côté et pas de l'autre. Ah oui, en ce moment, on ne parle que de ce qui peut faire douter les Français de la fierté qu'ils doivent avoir pour leur pays. Caroline Forest. Oui, il y a une tendance aussi à penser que regarder en face les pages sombres, les pages douloureuses de notre histoire nous dévalorisent forcément. Je ne partage pas ce point de vue, ni sur Vichy, ni sur la colonisation. Effectivement, dans le discours de Jacques Chirac, il y a une reconnaissance d'un état de fait, et pour le coup d'un fait historique, la collaboration de l'État de Vichy à la déportation, à toute une série d'atrocités. Mais le discours équilibre aussi en rappelant effectivement que la France était aussi la résistance. Et aujourd'hui, une façon de valoriser, sans être dans la négation de l'histoire, c'est de valoriser les modèles qui, au fond, correspondent à ce qu'on aimerait et ce qu'on veut être aujourd'hui, en l'occurrence la résistance. Mais ce qui est valable pour Vichy, pour le coup, est totalement valable aussi pour la colonisation. Moi, je ne pense pas qu'on va lutter contre le sentiment de dévalorisation en niant le caractère ravageur de la colonisation, en essayant d'expliquer par le législateur, alors que ça correspond à un travail que doivent faire les historiens et pas les politiques, que la colonisation a été positive. Surtout, encore une fois, M. Vanès, surtout, tant qu'on n'a pas clarifié clairement les aspects négatifs. Avant de parler des aspects, attendez, juste un mot. Avant de parler des aspects positifs, il faut quand même bien faire le travail de mémoire sur les aspects négatifs. Mais encore une fois, comme pour Vichy, ça n'empêche pas de valoriser les résistants à Vichy, les porteurs de valises, ils étaient français aussi. Donc on peut s'identifier. Ceux qui ont soutenu l'indépendance de l'Algérie, côté français. Ça, sont des gens qui ont trahi la République. Là, il n'y a aucune espèce d'hommage à leur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore à choisir aujourd'hui un camp. Ce qui prouve bien qu'on n'est pas dans le domaine de l'histoire, même pas encore des mémoires. On est d'ailleurs, ce qu'on a démontré dans ce livre. C'est-à-dire qu'on est encore dans le domaine de l'actualité. Mais imaginez que le même plateau. Fin de la guerre d'Algérie, 1962. Juste pour qu'on ait une petite idée, on serait à la TSF, là, en ce moment, en 1932, tous les trois. Nous aurions le même débat sur 14-18. Ne croyons pas que c'est nouveau ce qu'on est en train de se dire. La manière de savoir si la nation s'est levée en armes ou si d'une certaine manière c'était une boucherie, vous n'imaginez pas les débats qu'il existait chez les intellectuels
Relisez l'Action française, monsieur Van Est. Vous auriez pu parler des Relisez le mutins de populaire. 1917 et 1932. Mais On n'aurait pas pu. on le sait que de toute façon, ces débats sont intéressants parce que nous nous positionnons dans le Le débat. film de Kubrick sur les Sentiers de la gloire. Les Sentiers de la Oui, gloire. ça a été interdit en France. Et Ça a été rappelez-vous interdit en les France, débats mais- de Jospin mais donc, au mais- Parlement. oui, mais Ces ça- débats sont longs. Ça contredit ce que vous êtes en train de Non. dire, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler Jospin, librement de 80, ça. mais rappelez-vous On ne les pouvait années pas. qu'il a fallu attendre Jospin pour qu'on reconnaisse la place des mutins dans la mémoire nationale. Quasi un siècle, 80 années. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes encore en train de nous positionner de savoir si on doit être du côté des porteurs de valises ou du côté de l'OAS. Quand des maires dans le sud de la France, aujourd'hui, élèvent des stèles avec de noms d'anciens combattants de l'OAS, qui ont du sol été des terroristes qu'à à un moment. Perpignan, Mais notamment. pas qu'à Perpignan, vous avez Béziers, vous avez Perpignan, vous avez Aix, vous avez tout le sud de la France. Vous avez une quinzaine de lieux en France. Où Ça les correspond- pieds noirs qui habitaient en Algérie Exactement. sont venus après 62 ans. Exactement. Et donc il y a majoritairement, mais pas seulement, parce que dans l'arrondissement, chez vous aussi, il y a des pieds noirs. Il n'y a pas que des Non, harkis dans toute très la peu, France. très peu, Il n'y a non, pas que très dans le peu. sud qu'il y en a. Il y a beaucoup de musulmans chez nous, et notamment de Tout à Harkis, fait. c'est vrai. Exactement, de Oui, Harkis. tout à Donc c'est fait. une mémoire Oui. qui est partagée, qui est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas qu'une mémoire rapatriée d'Européens. C'est aussi une mémoire où les Harkis ont une difficulté de trouver une place. Parce que ces Absolument. gens-là vivent toujours dans ce pays, sont des acteurs de ce pays. Nous ne sommes pas sur une histoire froide, très lointaine. Les enfants de cette histoire sont encore à chercher leur place dans la nation. Les intellectuels, les politiques sont à fait. encore en débat sur ces questions. à Ce fait. qu'a amené la guerre d'Algérie, c'est pas simplement une histoire coloniale, c'est une forme de particularisme français. Qu'est-ce qu'on est en train de payer, notre génération, nous, sur l'histoire de l'immigration? Le vieux débat sur l'assimilation. Et on se rend compte que l'assimilation dans le débat sur l'immigration aujourd'hui, c'est très compliqué. Le débat que notre ministre nous sort pour les 4 mois qui viennent, là, on va devoir débattre sur Éric Besson, avec qu'est-ce que grand l'immigration ministre, a apporté à l'identité ce nationale. ministre avec ce grand débat qui doit démarrer le 2 Vous ne savez novembre. pas encore s'il sera grand, ce débat. On verra, on le jugera a posteriori Il est s'il est dans grand. 100 préfectures, en Mais tout oui, cas. mais On en a parlé les hier débats ici dans même. 100 préfectures, regardez les états généraux de l'outre-mer, ça fait 9 mois qu'on en parle, et Madier n'en parle plus du tout. Et pourtant, ça a été un immense débat. Mais sur le Non, fond, mais- c'est pas un grand débat national parce que la métropole a du mal à entendre. Je pense que là, on a une question qui va être intéressante parce que l'immigration va certainement être l'enjeu sur lequel toutes ces questions dont on est en train de parler vont rebondir avec des effets collatéraux qui peuvent être d'ailleurs Et donc au dramatiques. centre du débat, cette guerre d'Algérie. Pas forcément l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de l'immigration. Parce que l'histoire de l'immigration, elle sort à peine des ténèbres, elle. On est en train nous, les historiens, de commencer à peine à travailler pour transmettre une histoire qui a eu du mal à trouver sa place dans la nation. Vraiment du mal. Si la colonisation, depuis 20 ou 30 ans, émerge en Alors termes il y, de débat, il y a une préface de Benjamin Stora qui a beaucoup travaillé sur la question. voilà, qui est le préface de- spécialiste de l'histoire de la guerre d'Algérie, nous le montre bien. C'est 30 ans de sortie des ténèbres d'une histoire, et indigène étant une des étapes majeures. Mais sur l'immigration, vous n'avez pas encore un équivalent d'indigène. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore entrés, même pas dans le champ des mémoires. Mais même si on devait parler entre nous de la mémoire de l'immigration, on aurait même du mal à définir ce que c'est. Et pourtant, on le vit au quotidien parce que le temps s'accélère. Et ce qu'on est en train de constater, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire va moins vite que la mémoire. C'est-à-dire que le débat sur la mémoire est déjà en train de s'engager, alors que nous, historiens, on n'a peut-être pas encore eu le temps, non pas d'écrire, mais de transmettre nos écrits. Et c'est ça qui est le plus dangereux. C'est que, d'une certaine manière, le temps s'accélère. Et les demandeurs de mémoire se réveillent beaucoup plus tôt que dans les générations précédentes. En gros, tout le monde a accepté la mythologie gaulliste pendant 30 ans. Et puis le livre de Paxton est venu nous expliquer en 73 que c'était un peu plus complexe. Et heureusement, car c'est toujours complexe. Toujours l'histoire. Ce serait trop simple sinon. Que l'histoire est toujours plus complexe que la mémoire. Oui. Mais c'est intéressant. Enfin, les mémoires parce vont être que, complexes, des fois, entre elles. effectivement, on est aujourd'hui tellement dans la suite de cette histoire et de cette mémoire très chaude et très récente et tellement liée à nos débats d'aujourd'hui qu'il y a des demandes de partout. Aujourd'hui en France, il y a des harkis et il y a des fils de militants indépendantistes. Et on fait tous partie du même pays. Alors, donc effectivement, il faut bien trouver un récit complexe Voilà, alors, qui nous est commun. Rapidement, parce qu'on va laisser Mais passer le très, journal. Très simplement, vous savez que j'ai été l'auteur donc d'un amendement qui disait que l'on En devait 2005. en 2005 absolument qu'on devait parler dans les livres d'histoire du rôle positif de la présence de la France outre-mer. Et j'avais cité essentiellement les médecins et les instituteurs. Mais d'autre part, et ça on a toujours gommé cette deuxième partie de mon texte, on devait parler de l'histoire et des sacrifices des troupes issues de l'outre-mer, notamment dans la libération de nos territoires. Autrement dit, mon texte, il englobait ce que Chirac a découvert après, c'est-à-dire indigène. Et quel était mon but? Mon but, moi, c'était de pouvoir dire à la fois aux fils de harkis, aux fils de militants FLN dont les grands-parents peut-être avaient été battus par l'armée française. Eh bien, maintenant, vous faites tous partie de la même nation. Et vous devez tous être fiers de votre Un texte, mémoire. en tout cas, qui n'a pas C'était ça. été. Ah, il a été mal compris, c'est mal compris. Et on en reparlera. Il est disparu. Et l'amendement Ah, il est tombé dans une a trappe. disparu. Ce qui pose un problème On va- d'ailleurs de respect du On va vote marquer- des parlementaires. Mais On ça, va, c'est autre chose. on va marquer une pause, monsieur le député et messieurs, dames les historiens. On va laisser passer les dernières infos et puis on se retrouve juste après pour ce débat sur le modèle français et la France et sa mémoire. C'est dans un instant.